C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le projet controversé d'expulsion de migrants de la Grande-Bretagne vers le Rwanda. Il a été déclaré illégal par la justice britannique. Nous serons à Kigali dans ce journal. L'avenir de la MINUSMA discuté au Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi. La mission de l'ONU au Mali pourrait être contrainte de quitter le pays. Qu'en pensent les Maliens? Vous écouterez des témoignages à Tombouctou dans un instant. Et puis les violences à l'encontre des femmes politiques en République démocratique du Congo. En cette pré-campagne et à 6 mois des élections générales, elles sont nombreuses à être la cible d'attaques physiques. Notre correspondante a recueilli des témoignages, reportages à suivre. C'est un nouveau revers pour le gouvernement britannique. Après plus d'un an de procédure judiciaire, l'accord entre Kigali et Londres pour expulser des migrants au Rwanda a été jugé illégal par la Cour d'appel de Londres qui affirme que le Rwanda n'est pas un pays adapté pour les demandeurs d'asile. Le Rwanda conteste cette décision. Les précisions à Kigali de notre correspondant Clément Direma. Selon les juges britanniques, le Rwanda n'est pas un pays sûr pour les demandeurs d'asile et il existe un risque réel que les personnes expulsées vers ce pays puissent être renvoyées dans leur pays d'origine et persécutées. Il s'agit là de la conclusion de la Cour d'appel de Londres qui considère illégal l'accord sur les migrants signé il y a plus d'un an entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Les autorités rwandaises, elles, désapprouvent le verdict et se disent toujours engagées dans ce partenariat. Un partenariat qui n'est pour l'instant que suspendu en fait, jusqu'à la prochaine procédure d'appel déjà annoncée par le gouvernement de Rishi Sunak. Ce projet, vous le savez, censé dissuader les migrants qui traversent chaque jour la Manche, a déjà coûté 160 millions d'euros aux contribuables britanniques, sans qu'aucun migrant en fait, n'ait quitté le territoire. Et puis, malgré l'assurance d'un suivi des demandeurs d'asile par les autorités britanniques et rwandaises, la Cour d'appel a donné raison aux ONG, mais aussi à l'ONU, qui affirmait lors d'une audience que la sécurité des migrants au Rwanda ne pouvait pas être garantie. Kigali est régulièrement accusé de violation des droits humains sur son territoire. Le gouvernement, de son côté, a toujours démenti. L'avenir de la mission de l'ONU au Mali, tranché ce vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon des sources diplomatiques, la résolution qui sera soumise proposera de mettre un terme à la MINUSMA avec un délai de 6 mois pour le retrait des plus de 12 000 hommes déployés. Qu'en pensent les Maliens? À Tombouctou, les avis divergent. Caroline Lambolé. Les monuments phares ont été reconstruits et l'activité économique a quelque peu repris. À Tombouctou, au centre du Mali, la menace djihadiste n'est jamais très loin. Mais certains habitants se réjouissent déjà à l'idée que la mission de l'ONU pourrait bientôt s'achever. La MINUSMA est là il y a environ 8 ans, voire plus. La MINUSMA est là pour maintenir la paix et la stabilité, mais on voit que la MINUSMA a failli. Sur tous les plans, la MINUSMA a failli. On n'a pas remarqué un changement considérable vis-à-vis de la situation par rapport à la paix et la stabilité. Un avis qui ne fait pas l'unanimité. Moi, je pense que l'impact que la MINUSMA a au Mali, là, c'est indiscutable, c'est visible, ça se voit. Certains évoquent des arguments économiques. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, emploie des milliers de Maliens comme traducteurs, chauffeurs, analystes. Elle avait été créée en 2013, après une offensive armée de groupes djihadistes partis du nord du pays. Mais depuis, son champ d'action a été drastiquement réduit par les militaires au pouvoir, désormais appuyés par le groupe paramilitaire russe Wagner. Le 16 juin, les autorités maliennes ont réclamé le retrait sans délai de la mission. Malheureusement, la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Au cours des derniers mois, des manifestants ont eux aussi exigé le départ de la MINUSMA. D'autres ont réclamé son maintien. Certains craignent que le départ des casques bleus pourrait entraîner un vide sécuritaire.
Au Sénégal, le ministre de la Justice avait déclaré il y a 15 jours que l'arrestation d'Ousmane Sonko ne pourrait se faire tant que le juge n'avait pas rendu la décision judiciaire. Eh bien, c'est fait depuis hier soir. Cela signifie-t-il que l'arrestation de l'opposant est imminente ? L'opposant est toujours bloqué à son domicile depuis sa condamnation à 2 ans de prison début juin pour corruption de la jeunesse. Les précisions à Dakar de Sarah Sakou. Selon Maître Abdoulaye Tall, l'un des avocats d'Ousmane Sonko, son client n'a pas reçu la décision de justice concernant sa condamnation et une expédition formelle ne devrait pas intervenir avant lundi, a-t-il précisé, puisque c'est le premier jour ouvré après le pont de la Tabaski. Une fois la décision formellement notifiée à Ousmane Sonko, alors ce dernier pourra se constituer prisonnier ou le parquet viendra le chercher. C'est ce qu'avait expliqué Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, il y a une quinzaine de jours sur le plateau d'une télévision locale. En attendant, Ousmane Sonko, lui, reste bloqué à son domicile par les forces de l'ordre, séquestré, selon ses termes, par mesure d'ordre public, selon le gouvernement. Mardi, pour la première fois, il s'est exprimé publiquement depuis sa condamnation. Dans un message vidéo, il a adressé ses vœux pour la célébration religieuse à ses compatriotes en précisant qu'il reviendrait sur la situation après la Tabaski. C'est également après la Tabaski que Macky Sall a promis de s'adresser à la nation en évoquant notamment la question de son éventuel 3e mandat. Mais le président n'a pas précisé de date exacte pour cette allocution. On part à présent en République démocratique du Congo, où les femmes engagées en politique subissent menaces, intimidations et agressions physiques. Le réseau des femmes parlementaires de Kinshasa ont interpellé les autorités et les appellent à faire respecter les règles et à ouvrir des enquêtes sur les cas d'agression. Reportage de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Traumatisée, Solange Mafuta ne sort quasiment plus de chez elle. Cette cadre d'un parti d'opposition s'est faite tabasser lors de la manifestation du 20 mai. Les rapports aussi, des radios, des échographies, parce qu'on avait peur que je fasse une hémorragie interne. Blessée sans gravité, Solange Mafuta conserve surtout des séquelles psychologiques. Elle dit avoir été ciblée par des jeunes, déshabillés et frappés pour son engagement en politique. Je fais encore des cauchemars. C'est cette sensation-là que j'avais, que même quand j'étais habillée, j'avais toujours la sensation d'être nue. À Kinshasa, les violences contre des femmes engagées en politique se sont multipliées ces dernières semaines. Cyberharcèlement, insultes, menaces, violences physiques. Bonjour, bonjour. Cette avocate s'est lancée une mission, recenser toutes les formes de violence qui, selon elle, touchent les femmes de tous bords politiques. Comment est-ce que vous êtes membre d'un parti politique et on vous a tabassé, agressé, votre parti n'est même pas en mesure de faire une déclaration pour dénoncer ces cas de violence dont vous êtes victime. Responsabiliser les partis politiques, c'est aussi l'avis de ce député national qui a porté des lois électorales pour obtenir plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors que la classe politique congolaise reste largement dominée par les hommes, il craint que ces violences découragent les femmes qui veulent s'engager dans les partis. Ce sont souvent les membres des partis politiques qui agissent ainsi. Et si en leur sein, au sein de ces partis, il y a des commissions d'éthique et des commissions de discipline qui permettent des sanctions à l'égard des personnes qui agiraient de la sorte, je crois que ça serait quand même très, très efficace pour réduire ce comportement qui prend racine dans notre société. Phénomène encore marginal en République démocratique du Congo. Il n'existe aucun chiffre officiel du nombre de femmes victimes de violences à cause de leur engagement politique. Les Sénégalais ont célébré ce jeudi Tabaski, la fête de l'Aïd el-Kébir. Parmi les nombreuses traditions en ce jour de fête, la photo de famille chez le photographe. Notre correspondant dans le pays, Elie Mandao, nous embarque dans un studio dakarois. Le Ndewenel Studio est un concept qui matérialise en fait une vieille tradition au Sénégal. Le jour de l'Aïd de la Tabaski, les familles vont d'habitude dans des studios photos immortaliser ce moment. Le photographe Sidi Talla l'a mis au goût du jour en proposant des photos originales au grand public. Je vous propose de l'écouter. Bon, cette fois-ci, je suis allé dans un concept beaucoup plus minimaliste où il n'y a pas assez d'éléments parce que la fois passée, c'était avec un car rapide. Donc pour alléger ça, pour diversifier les clichés, je me suis permis d'aller sur du batik, du teinte orange et gris. C'est un concept qui regroupe les gens l'attendent, donc il faut pérenniser ça et
je n'ose plus arrêter ce concept-là. Je vois que c'est un très bon concept et puis donner gratuitement des photos en ces jours de fête, c'est une très bonne idée. C'est un photographe très professionnel. Grande retrouvaille familiale, congé prolongé, et surtout pour les travailleurs du secteur informel, la Tabaski est la plus importante fête religieuse au Sénégal. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Doussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité.